Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euronews Soir. 16 minutes pour faire le tour de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres à la une de ce jeudi 29 novembre. Les dirigeants des pays les plus riches de la planète se retrouvent demain à Buenos Aires pour un G20 sous tension. Au cœur des discussions, la menace de guerre commerciale entre Washington et Pékin. Malgré le Brexit et face à Donald Trump, les Européens arrivent unis pour défendre le multilatéralisme. L'escalade continue entre l'Ukraine et la Russie après l'accrochage en mer d'Azov. Moscou a déployé aujourd'hui de nouveaux missiles en Crimée. Kiev réclame l'intervention de l'OTAN. Il n'y a pas de solution militaire à ces confrontations, a répondu aujourd'hui Angela Merkel. En Allemagne également, l'étau judiciaire se resserre contre la Deutsche Bank. Le siège de la première banque allemande a été perquisitionné dans le cadre d'une vaste affaire de blanchiment d'argent révélée par les Panama Papers. En toile de fond, une vaste fraude de plusieurs centaines de millions d'euros. Et pour refermer ce journal, un parfum de reconnaissance pour le pays de Grasse dans le sud de la France. Le savoir-faire des parfumeurs de ce petit morceau de Provence est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je vous le disais en titre, les dirigeants de la planète sont attendus demain en Argentine pour la grand-messe du G20. C'est surtout en coulisses que les chefs d'État et de gouvernement vont se rencontrer entre menaces de guerre commerciale et de guerre navale en mer d'Azov. Levée de rideau du G20, Louise Brosson. Jamais, depuis sa création il y a 10 ans, le G20 qui s'ouvre ce vendredi à Buenos Aires ne s'était annoncé aussi lourd de tensions. Tout d'abord, le président argentin doit accueillir le sommet au beau milieu d'une crise économique majeure. Mauricio Macri va aussi recevoir la chef du gouvernement britannique, une première depuis la guerre des Malouines en 1982, qui a détérioré les relations bilatérales entre les deux pays jusqu'à ce jour. Theresa May, elle, est en difficulté à moins de 2 semaines d'un vote crucial de son Parlement, qui risque fort de retoquer son projet d'accord sur le Brexit, mais elle compte sur le G20 pour renforcer ses liens commerciaux avec son allié américain. Donald Trump devait de son côté s'entretenir avec Vladimir Poutine, une rencontre qu'il vient d'annuler en raison de la récente escalade de tensions entre Moscou et Kiev. Le président américain semble plus conciliant auprès de son allié saoudien, qu'il va peut-être rencontrer de manière informelle. Le prince héritier Mohammed Ben Salman met quant à lui les pieds en Argentine, alors qu'une plainte contre lui vient d'y être déposée. Une ONG l'accuse de violation du droit international au Yémen et de torture en Arabie Saoudite. Il va devoir aussi faire face au président turc qui l'accuse à demi-mot d'avoir commandité le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Malgré une baisse de popularité en France face aux Gilets jaunes, Emmanuel Macron fait du climat sa priorité. Il entend défendre l'accord de Paris quand son homologue américain nie l'urgence du réchauffement climatique. À ce sujet, Donald Trump aurait pu compter sur le président brésilien fraîchement élu, lui aussi climato-sceptique. Mais Jair Bolsonaro ne se rendra pas à Buenos Aires pour des raisons de santé. Sur le volet commercial, le président français veut avancer sur une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est le bras de fer entre les États-Unis et la Chine qui risque de voler la vedette du sommet. Une réunion de travail entre leurs deux dirigeants pourrait peut-être déboucher sur une trêve. Agression russe ou provocation ukrainienne en mer d'Azov. Paris et Berlin essayent de déminer un nouveau conflit qui pourrait rapidement dégénérer, d'autant que les deux parties font toujours de la surenchère. Moscou a déployé aujourd'hui des missiles en Crimée et Kiev réclame ni plus ni moins l'intervention de l'OTAN. Fleur Martins nous résume cette nouvelle journée de tension. Entre Kiev et Moscou, la tension est à son comble. Après l'interception de 3 navires ukrainiens en mer Noire, non loin de la péninsule de Crimée, le président Petro Porochenko ne cesse de dénoncer une agression russe et a même réclamé une intervention de l'OTAN. De son côté, le Kremlin a annoncé le déploiement d'un nouveau système de missiles sol-air au sein de la péninsule annexée depuis 4 ans. À l'image d'Angela Merkel, les Européens tentent de calmer le jeu. Même si la chancelière allemande a écarté toute possibilité de solution militaire, elle a dans le même temps réaffirmé son soutien à son allié ukrainien. Nous n'imposons pas de sanctions par principe, nous imposons des sanctions afin de clarifier des situations. En l'occurrence, les pays ont le droit de se développer, même lorsqu'ils sont proches de la Russie géographiquement. Ce sont des principes de droit public international. L'accès à la mer d'Azov, stratégique pour les exportations par bateau, est au cœur des tensions entre les deux pays.
Angela Merkel a promis d'aborder le sujet avec Vladimir Poutine lors du sommet du G20, tandis que l'Union européenne n'envisage pas de nouvelles mesures pour sanctionner la Russie, mais appelle à libérer les navires capturés et leurs équipages. Ce jeudi, les 24 marins ukrainiens, dont 3 blessés, ont été transférés dans la prison moscovite de Lefortovo. Une première décision d'un tribunal de Crimée les a placés en détention jusqu'au 25 janvier. Autre grand-messe, celle-là dédiée au climat. À 4 jours de l'ouverture de la COP24 en Pologne, des activistes de Greenpeace ont pris d'assaut une centrale à charbon. Ils dénoncent les choix à contre-courant du gouvernement polonais qui accueille cette année la conférence de l'ONU. Sandrine Delorme. Des militants de Greenpeace ont bravé le froid au sommet d'une cheminée de la centrale à charbon de Bełchatów en Pologne. Pour la seconde nuit consécutive, ils ont voulu protester contre la politique charbon du gouvernement polonais, juste avant le 24e sommet de l'ONU sur le climat qui s'ouvre lundi à Katowice. La centrale de Bełchatów est la plus grande de Pologne et l'une des plus puissantes dans le monde. Depuis de nombreuses années, le changement climatique a toujours été une question de chiffres et de statistiques. Cela n'évoquait que le réchauffement des océans et la fonte des calottes polaires dans l'Arctique. Les conséquences du changement climatique, c'était quelque chose de lointain ou sur le point de se produire. Mais ici, aux Philippines, nous vivons déjà actuellement avec les effets de ce changement climatique. Nous souffrons déjà de ses conséquences. La semaine dernière, le gouvernement polonais a présenté son programme énergétique. Le charbon reste le combustible de base du pays jusqu'en 2060 et les fermes éoliennes vont disparaître. Une politique totalement incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. La première banque allemande dans le collimateur de la justice. Deutsche Bank est suspectée de blanchiment d'argent et de fraude fiscale au Panama pour le compte de quelques 900 clients. Le préjudice porte sur plus de 300 millions d'euros. Raphaël Vivant fait le point sur l'enquête. La Deutsche Bank en Allemagne est rattrapée par les Panama Papers. La justice allemande a ordonné la perquisition de 5 sites et du siège du groupe à Francfort. Une opération d'ampleur. 170 policiers ont été déployés dans le cadre d'une investigation pour blanchiment d'argent. Une enquête déclenchée en août dernier, après l'analyse de documents fuités en 2016. Cette analyse de données a fait naître des soupçons contre la Deutsche Bank. Elle semble avoir aidé des clients à créer des sociétés offshore dans des paradis fiscaux. De l'argent aurait été versé depuis ces paradis fiscaux à la Deutsche Bank sans qu'elle ne fasse état de soupçons de blanchiment d'argent. Les structures offshore en question auraient permis de blanchir de l'argent issu d'infractions pénales. Les investigations visent 2 salariés ainsi qu'un certain nombre de responsables. Le groupe dément ces accusations. Nous avons fourni aux autorités toutes les informations utiles concernant les Panama Papers. Nous allons bien sûr continuer de coopérer étroitement avec le bureau du procureur de Francfort. Il est dans notre intérêt de clarifier les faits le plus rapidement possible. Cette enquête s'ajoute à une longue liste de procédures judiciaires contre la Deutsche Bank qui a perdu près de la moitié de sa valeur en bourse depuis le début de l'année. En France, un mois après l'effondrement meurtrier de plusieurs immeubles dans le vieux Marseille, la cité phocéenne n'en finit plus d'évacuer des bâtiments trop vétustes. Déjà 1500 personnes attendent d'être relogées. La ministre du Logement était à Marseille aujourd'hui. Depuis le drame de la rue d'Aubagne, qui a fait 8 morts le 5 novembre dernier, Marseille, cloué au pilori par les habitants, fait évacuer des centaines de logements potentiellement dangereux. Au total, la cité phocéenne compte déjà près de 200 immeubles fantômes et 95 appartements sont sur le point d'être évacués dans les quartiers nord, dans l'une des plus grandes copropriétés dégradées de la ville. Les habitants attendent avec anxiété mais aussi impatience leur relogement. Déjà 1500 personnes ont été prises en charge, mais avec peine, par la mairie. Parce que c'est assez lourd. Du coup, si c'est pour nous loger dans un endroit mieux que ça, ben écoutez, je ne peux pas être contre. De toute façon, on sera au moins en sécurité avec nos enfants. Mais après, on est au courant de rien, quoi. C'est de suite, il faut faire tout vite. On n'a pas le temps de réfléchir. Voilà. Mais après, oui, c'est vrai que si on vient à être relogé, je demande que ça, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais même pas faire la difficile. Voilà, je tiens compte de mes enfants et pour leur sécurité, je n'ai pas le choix.
Moins d'un mois après l'effondrement de 3 immeubles dans le centre populaire de Marseille et les appels à la démission du maire Jean-Claude Gaudin, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a proposé un nouveau plan de lutte contre l'habitat insalubre au ministre du Logement et de la Ville. 600 millions d'euros d'investissement pour que Marseille ne se retrouve plus jamais dans la situation de la rue d'Aubagne. C'est assez rare pour être mentionné. C'est une Française qui vient d'être élue présidente en Géorgie. Salomé Zourabichvili a la double nationalité, mais sa victoire au second tour de la présidentielle a été aussitôt contestée par l'opposition. C'est une victoire pour le parti au pouvoir Rêve géorgien. Salomé Zourabichvili a remporté le second tour de l'élection présidentielle. Ancienne ambassadrice française âgée de 66 ans, Salomé Zourabichvili a recueilli près de 60% des suffrages. Elle a reçu les félicitations de Paris, mais déjà l'opposition a contesté ces résultats et parle de fraude massive. Notre choix est celui d'une Géorgie en paix, un pays uni avec des citoyens égaux. Nous choisissons de dialoguer avec tous les membres de la société qui aujourd'hui n'ont pas voté pour moi et qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec nous, car nous sommes tous citoyens d'un même pays. Son adversaire a du mal à accepter la défaite. Il est issu du mouvement national uni fondé par l'ancien président Mikhail Saakashvili, aujourd'hui en exil. Grigol Vachadze était chef de la diplomatie pendant la guerre russo-géorgienne en 2008. Il critique le régime oligarchique mis en place par Rêve géorgien, un parti créé par le milliardaire et ancien Premier ministre Bidzina Ivanishvili. C'est une honte. Nous sommes témoins que ce soi-disant gouvernement vient de perdre ce qui lui restait de légitimité. Il s'agissait du dernier scrutin présidentiel au suffrage direct en Géorgie car le pays passe au régime parlementaire. Ce vote était un test pour le parti au pouvoir Rêve géorgien. Direction l'Asie, à présent, aux Philippines, un procès exemplaire vient de se tenir. Pour la première fois, des représentants des forces de l'ordre ont dû rendre des comptes à la justice. Depuis des mois, la police est accusée de barbarie dans la guerre sans limite contre les trafiquants de drogue. Le rappel des faits, Annelise Fantino. C'est une guerre contre la drogue aux méthodes controversées. Mais pour la première fois, des policiers ont été condamnés aux Philippines pour le meurtre d'un adolescent commis l'an dernier. Ce jeudi, les 3 hommes ont écopé de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. En août 2017, le jeune homme de 17 ans avait été abattu de 2 balles dans la tête. Les forces de l'ordre avaient soutenu qu'il s'agissait d'un trafiquant qui leur avait tiré dessus. Une version démentie par les images de vidéosurveillance qui avaient suscité la colère de la rue. Cette décision de justice inédite intervient dans un pays mené d'une main de fer par le président Rodrigo Duterte qui avait fait de l'éradication du trafic de drogue une promesse de campagne il y a 2 ans. Depuis, les autorités philippines disent avoir tué près de 5000 personnes dans le cadre d'opérations anti-drogue, mais ce chiffre pourrait être 3 fois plus élevé en réalité selon les ONG. Pour sa contribution à la lutte contre les injustices et pour ses messages de paix et d'amour, le reggae de Jamaïque est désormais inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et en France, c'est le savoir-faire des parfumeurs du pays de Grasse, dans le sud de la France, qui a également reçu le précieux label. Fleur Martins nous en dit plus. Après 10 ans de procédure, les Fleurs de Grasse ont enfin obtenu le Graal. Déjà renommés à travers le monde, les savoir-faire liés aux parfums en pays de Grasse sont désormais inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance officielle alors que les fleurs du sud de la France inspirent depuis un siècle les plus grands parfumeurs. Le secret réside en quelque sorte aussi, bien sûr dans la formule, mais dans la qualité des matières premières. C'est comme les couleurs de la palette d'un peintre. On a une palette particulière et c'est très important de la conserver. 3 savoir-faire distincts sont ainsi reconnus, la culture de la plante du parfum, la connaissance des matières premières et enfin la transformation et l'art de composition du parfum. Cette récompense prestigieuse devrait apporter un coup de projecteur supplémentaire à l'activité régionale. L'UNESCO a dans le même temps encouragé les mesures de sauvegarde sociale et culturelle qui doivent prévaloir sur l'aspect commercial selon l'institution. La priorité, perpétuer la culture des fleurs provençales qui forment le berceau de la parfumerie mondiale.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. L'information continue sur notre antenne et sur notre site euronews.fr. Très belle soirée.